tutoriel, je vais m'adresser aux gens qui n'ont jamais vu DaVinci Resolve, qui n'ont jamais ouvert DaVinci Resolve et qui veulent se lancer sur ce logiciel. Donc on va partir de la base, c'est-à-dire même du téléchargement. Je vais vous expliquer un peu les premiers réglages à faire quand on installe Resolve sur sa machine. Et on va parcourir un peu l'interface et peut-être voir quelques outils vraiment très très basiques qui vont vous permettre de débuter sur DaVinci Resolve. Alors la première étape, c'est de télécharger Resolve. Donc pour télécharger Resolve, il faut se rendre sur le site de Blackmagic Assistance ou Blackmagic Support. Là, vous avez une belle page qui s'ouvre et vous allez pouvoir cliquer sur notamment logiciel DaVinci Resolve et Fusion. Et il va vous montrer toutes les versions de DaVinci Resolve que vous pouvez télécharger. En l'occurrence, ici, les dernières, ce sont la version bêta public 2 de DaVinci Resolve 20 et version bêta 2 public de DaVinci Resolve Studio 20. Donc la différence entre la version DaVinci Resolve 20 et DaVinci Resolve Studio 20, c'est qu'il y en a une qui est gratuite et l'autre qui est payante. Celle qui est payante, c'est la version Studio. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les deux? Oui et non. Il y a un peu plus de 80% des fonctionnalités de la version payante qui sont présentes dans la version gratuite, ce qui est absolument énorme. Après, il y a quelques limites. Il y a certains fichiers de caméra qui ne vont pas être acceptés dans la version gratuite. Vous n'aurez pas accès à certains outils d'intelligence artificielle, certains OFX, donc certains effets. Vous n'aurez pas accès au denoise, au débruiteur, qui en étalonnage est quand même quelque chose d'extrêmement important. On peut aussi, dans cette page, revenir à des versions antérieures de DaVinci Resolve, notamment si vous ne voulez pas travailler sur une version bêta, ce que je vous déconseille fortement si vous êtes sur un projet professionnel, revenez à une version stable qui ne va pas bugger, qui a été testée. En l'occurrence, au jour d'aujourd'hui, c'est la version 19.1.4 de Resolve ou Resolve Studio. Là, on va télécharger la version publique de bêta 2 de DaVinci Resolve Studio, parce qu'on a la licence. Donc il suffit de cliquer sur macOS, parce que je suis sur Mac, et puis je clique sur télécharger uniquement. Pendant que ça se télécharge, je vais vous expliquer une des particularités de Resolve, notamment pour l'étalonnage. C'est mon métier, je suis étalonneur et formateur en étalonnage. C'est l'utilisation de ce qu'on appelle une carte Decklink. Blackmagic a créé un logiciel, enfin a racheté puis amélioré un logiciel d'étalonnage, qui s'appelle DaVinci. Et Blackmagic fait donc du software, mais aussi du hardware. Et ils ont créé des cartes qu'on appelle des cartes Decklink, qui vont nous permettre de faire l'interface entre le logiciel et un moniteur d'étalonnage. L'intérêt, c'est d'avoir un signal qui est parfaitement propre et qui est fidèle au signal que DaVinci Resolve envoie, sans passer par votre ordinateur et votre carte graphique et les potentiels réglages que vous avez faits d'affichage. Donc ça, c'est très important pour avoir un signal neutre et une base de travail vraiment fiable. Donc, où trouver ces cartes? Là, vous pouvez aller dans « Produits » et dans la partie « Capture et lecture » et vous avez ces différentes cartes. Donc, vous avez des cartes PCIe qui sont moins chères, donc il en existe plusieurs en fonction de vos besoins. Et si vous travaillez sur un iMac ou sur un type iMac ou sur un ordinateur portable, vous n'avez pas la possibilité de mettre de carte PCIe, et vous avez des modules qui vous permettent de travailler dans ces configurations. Évidemment, ça a un coût. Je ne fais pas de publicité, de prosélytisme, mais effectivement, si vous voulez notamment faire un peu d'étalonnage, à terme, il va falloir investir dans une de ces cartes. Même si au début, on a tous et toutes commencé sans les cartes, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens au début d'avoir tout l'attirail. Par exemple, l'Ultra Studio 3G est très bien, même si elle ne fait que du Full HD, que du 1920 par 1080. C'est extrêmement rare qu'une chaîne de télévision, par exemple, nous demande du 4K. Si vous avez vraiment besoin de 4K néanmoins, en standalone, vous avez l'Ultra Studio 4K Mini. Et puis sinon, en carte PCIe, ça commence avec l'Intensity Pro 4K. Vous avez compris le principe. Il faut juste bien comprendre qu'il y a toute une partie du logiciel Resolve qui va concerner ce qu'ils appellent le monitoring
c'est uniquement le moniteur, donc l'écran d'étalonnage qui est calibré et qui passera via cette carte Decklink. Je vais y faire référence plus tard dans les différentes options des préférences. À ce stade, Resolve a été téléchargé et installé. Je l'ouvre. Et là, je me retrouve toujours avec une première fenêtre qui s'ouvre, qui va s'appeler le Project Manager. Cette fenêtre, elle est très importante. Elle va nous permettre de gérer nos projets au niveau macro. C'est-à-dire qu'on va pouvoir organiser nos projets, créer des projets, renommer des projets, classer des projets. On va avoir accès au backup. On va pouvoir exporter des projets. On va pouvoir aussi archiver des projets. Donc, c'est vraiment la gestion des projets au niveau macro. Où est-ce que Resolve range ses projets? Il les rentre dans ce qu'on appelle des databases, ici, qu'on peut créer et déplacer. Mais dans un premier temps, je vous déconseille très fortement de toucher à ça. C'est la porte ouverte à plein de problèmes par la suite qui vont vous empêcher de relier des projets. Vous allez vous retrouver avec des projets vides. Potentiellement, évidemment. Donc, ne touchez pas à ça. Resolve, il sait où il les met. Ça ne prend pas beaucoup de place. Pas de problème. Vraiment, au début, je vous déconseille de toucher à ça. J'ouvre un premier projet. Allez, Untitled Project 1. Hop, par exemple. Je peux avoir accès à cette fenêtre de Project Manager. En bas à droite de mon interface, c'est la petite maison. Quand j'appuie dessus, hop, je me retrouve avec cette fenêtre de Project Manager et en l'occurrence, ce projet qui est ouvert, donc qui est coché. Et je vais pouvoir le renommer si je veux. Donc, clic droit dessus et je vais faire Rename. Je vais l'appeler Tuto. OK. Et je peux fermer ma fenêtre. On voit mon nom de projet qui apparaît tout en haut de mon interface. Avant d'explorer l'interface, on va regarder la configuration de Resolve par rapport à votre machine. Ça se passe dans les préférences. Les préférences, comme dans beaucoup de logiciels, c'est dans le menu Resolve, c'est-à-dire le menu, c'est la barre grise qui est tout en haut. En l'occurrence ici, c'est dans DaVinci Resolve, comme si on est sur Mac, sinon ça serait dans File, je crois, sur PC. Et il faut aller dans Préférences. Les préférences, c'est le réglage du logiciel par rapport à votre machine. Il ne va pas falloir les changer à chaque projet. Vous les changez une fois et Resolve sera réglé par rapport à votre machine. Cette fenêtre de préférence, elle a deux onglets. Elle a l'onglet System et l'onglet User. L'onglet System, c'est la configuration de Resolve par rapport à votre machine. Et l'onglet User, c'est vos préférences d'utilisation. C'est les préférences de confort. Donc, on ne va pas regarder toutes les options, mais je vais juste vous montrer les plus importantes pour que vous puissiez bien configurer Resolve la première fois. On va commencer par l'onglet Système. On va directement aller ici au Video and Audio I/O. C'est entrée et sortie, input, output. En gros, si vous avez une carte Decklink, dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'on a regardé un peu, c'est la carte d'acquisition vidéo de manière à transmettre le signal à votre moniteur d'étalonnage. Si rien ne s'affiche sur votre moniteur, c'est le premier truc à aller voir ici. Est-ce que dans Vidéo I/O, vous avez votre moniteur device qui correspond bien à votre carte? En l'occurrence ici, moi j'ai une Ultra Studio 4K Mini. Pareil, si vous avez une carte son et que rien ne sort, vous pouvez voir le réglage du son dans Resolve et le configurer en fonction de votre équipement. Donc quand rien ne va, c'est un peu la première chose à aller voir. Vous avez d'autres menus, vidéo plugins, c'est si vous avez acheté des plugins comme Need Video, peut-être, je sais pas, Boris, plein de plugins différents. Audio plugin, des plugins audio. Contrôle panel, est-ce que vous avez un pupitre d'étalonnage? Il existe plusieurs modèles de pupitre. Et si pareil, si votre pupitre ne fonctionne pas, si rien ne répond, la première chose à faire, c'est d'aller dans cette section et de sélectionner le pupitre que vous utilisez. Ils sont tous listés et pas uniquement les pupitres Blackmagic.
Vous avez aussi les tangentes ou par exemple la vie de Color Artist. Vous avez aussi l'onglet général. Ça, c'est un peu plein d'options fourre-tout. Mais il y en a une qui peut vous intéresser beaucoup si vous travaillez sur Mac et que vous n'avez pas de carte Decklink et donc pas de moniteur d'étalonnage. C'est-à-dire, par exemple, vous allez travailler sur l'écran de votre MacBook Pro ou de votre iMac. Il y a une option ici qui s'appelle le Use Mac Display Color Profiles for Viewers. Qu'est-ce que ça va faire? En fait, Resolve va interagir avec votre ordinateur et un petit logiciel dans tous les Macs qui s'appelle ColorSync pour accorder les réglages de Resolve avec les réglages de votre moniteur Mac automatiquement. Est-ce que ça marche parfaitement? J'aurais tendance à dire non. Mais quand on n'a que ça, c'est mieux que rien. Donc si vous étalonnez par exemple uniquement sur votre iMac et que vous n'avez pas de moniteur d'étalonnage et pas de carte Decklink, je vous encourage vivement à cocher cette case-là qui va vous permettre d'avoir une image de référence un peu plus fiable. Vous pouvez aussi rentrer tous vos comptes YouTube, Vimeo, TikTok, etc. pour automatiquement que vos exports soient uploadés via Resolve sur les plateformes. Advanced, c'est du code. Si vous ouvrez Resolve pour la première fois, je vous déconseille fortement de vous lancer dans du code directement. Je vais passer à l'onglet User. L'onglet User, vous pouvez choisir la langue. Donc vous avez peut-être remarqué, moi je suis en anglais ici. On peut tout à fait passer en français. Moi, je préfère être en anglais. J'ai appris comme ça. À l'époque, il n'y avait pas le français dans Resolve. Et j'encourage généralement mes stagiaires à rester en anglais. Pourquoi? Parce qu'on s'habitue aux termes de cette manière-là. Et quand vous cherchez des ressources sur Internet, il y a une très grande chance que les réponses que vous pourriez trouver soient en anglais. La plupart des ressources sur Internet sont en anglais. Sur les forums, ça peut être des tutos, ça peut être des sites. Une majorité des sites sont en anglais. Donc, quand on connaît bien les termes en anglais, c'est beaucoup plus facile de se repérer. Après, si vous êtes hermétique à l'anglais, vous pouvez tout à fait passer en français. Il suffit de choisir français et faire Save. Il faut aller ici dans le Project Save and Load. Ça, c'est très important. Il faut cliquer le Live Save, ici. Ce qui va se passer, c'est que dès que Resolve, si Resolve crash, en fait, il y aura une sauvegarde automatique qui est faite à chaque correction que vous faites, ce qui fait que quand vous rouvrez Resolve, même s'il crash, il se rouvrira pile à la dernière correction que vous étiez en train de faire avant qu'il crash. Donc ça, c'est essentiel de cocher ça. Vous pouvez aussi cocher Project Backup ou Timeline Backup. La différence, le Project Backup, ça va sauvegarder régulièrement tous vos projets, tout votre projet. Et Timeline Backup, c'est uniquement votre timeline. Donc si vous avez 60 timelines dans votre projet, peut-être que vous ne voulez pas sauvegarder à chaque fois les 60 timelines, mais juste celles qui sont ouvertes. Là, vous pouvez choisir la fréquence de backup et où est-ce que les backups vont être rangés. Je pense que pour l'instant, c'est à peu près tout. Même s'il y a d'autres éléments, ces éléments, vous pourrez les découvrir très facilement une fois que vous serez plus habitué à l'interface. Mais là, je vous ai montré des choses qu'il faut généralement régler dès le début. Une fois que les préférences sont réglées, je fais Save et je vous rappelle qu'elles seront valables même quand vous allez éteindre Resolve et le rallumer demain, dans un an et tout, à partir du moment où c'est toujours la même machine. À chaque fois que vous allez changer de machine, par contre, il va falloir que vous repassiez dans les préférences pour faire vos réglages personnels. Donc là, j'ai l'interface de Resolve. Resolve fonctionne sur un certain nombre de pages. Ces pages, elles apparaissent tout en bas, ici. La première, c'est la page média. C'est celle qui va nous permettre d'importer les rushs dans Resolve et de trier nos chutiers, d'organiser notre projet. Après, on a la page Cut, qui est en fait une page de montage simplifié qu'on pourrait un peu comparer à eMovie. Donc, c'est pour faire du montage vraiment beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement que la page suivante, qui est la vraie page de montage, qui s'appelle Edit, qui là est la page de montage professionnelle réellement.
On a la page Fusion, c'est l'équivalent d'un After Effects pour faire du VFX. On a la page Color, qui est un des nerfs de la guerre dans Resolve, qui est ma page, la page d'étalonnage, enfin la page que j'utilise, c'est pas la mienne. Il y a Fairlight, qui est l'équivalent d'un Pro Tools, c'est pour travailler le son. Et il y a la page Export, qui est aussi une des pages les plus importantes de Resolve, car elle comprend le plus de possibilités, un nombre de possibilités absolument incroyable par rapport à plein d'autres logiciels. Je vais revenir dans la première page, c'est la page Média. Cette interface que vous voyez ici, elle est composée de plein de fenêtres embriquées les unes dans les autres. Ces fenêtres, je peux les ouvrir ou les fermer avec les onglets qui sont dans la partie supérieure de mon interface. Vous voyez, j'en ai à gauche et à droite, etc., etc. Est-ce que je peux déplacer mes fenêtres? Non. Est-ce que je peux les sortir? Non. Ce n'est pas forcément un mal, parce que ça permet d'avoir une interface qui est toujours bien gérée et toujours bien rangée. Cette page média, elle est séparée en deux parties. Il y a la partie supérieure et la partie inférieure. La partie supérieure, c'est ce qu'on appelle le Media Storage. Ce n'est pas ce qui est dans Resolve, c'est tout ce qui est sur vos disques durs. En l'occurrence ici, je peux aller chercher des médias qui se trouvent sur mes disques durs. Et puis les inspecter, je peux les lire tout à fait. Donc par exemple, je vais prendre ça, hop. Je peux regarder ce plan-là, et il s'affiche dans un viewer. Ce n'est pas dans Resolve encore, je peux juste inspecter mes plans. Je peux aussi voir les métadonnées de mes plans. Alors ça, c'est très important, c'est un des nerfs de la guerre en vidéo. J'ai un onglet Metadata, donc métadonnées qui est là. Si je sélectionne le plan, je vois que ce plan, je vois le nom du plan, je vois où est le plan dans mes disques, je vois le codec du plan. Alors là, c'est du DVC Pro HD 720p. Je vois le framerate, c'est du 59-940. Je vois la résolution, 920 par 700 et par 720. Et je peux avoir potentiellement plein d'autres métadonnées qui vont m'indiquer, ça peut être les espaces couleurs, ça peut être les bobines, ça peut être plein de choses en fonction de ce qui a été sélectionné dans les caméras sur le tournage, et ça dépend aussi effectivement des caméras. Donc ça, c'est vraiment très important d'inspecter mes plans pour commencer un projet. Maintenant, on voit par exemple, j'ai différents plans, j'ai différents framerate, j'ai des plans en 25, on va se mettre en 25, c'est un peu le standard en France de toute façon, 25 images secondes, c'est le standard de la télé française par exemple. Donc je vais régler mon projet, je vais régler la résolution de mon projet et je vais régler mon framerate. Pour ça, je vais aller cette fois-ci dans les Project Settings, c'est-à-dire les réglages des projets. C'est la petite icône, c'est la petite roue dentelée qu'il y a tout en bas à droite, à côté de la petite maison. J'ai une fenêtre qui s'ouvre et tout de suite, on me parle de la résolution de la timeline. Alors, si vous voulez un petit conseil, réglez toujours votre timeline, la résolution de votre timeline, en fonction de la résolution de sortie que vous devez faire. Par exemple, si vous avez tous vos plans en 4K, mais qu'au final, vous devez faire une sortie en Full HD, c'est-à-dire en 1920 par 1080, mettez votre timeline dans le format de sortie, 1920 par 1080. Je vais passer, donc là, c'est automatiquement, en Full HD. Après, je vais passer mon timeline framerate, il est par 24 par défaut, il est en 24 par défaut, je vais le passer en 25, comme ceci. Et après, j'ai une section qui s'appelle Video Monitoring. Alors, cette section, elle ne s'applique que dans le cas où vous avez un moniteur et une carte Decklink. Tout ce que Resolve appelle monitoring, c'est l'écran d'étalonnage calibré qui passe via la carte Decklink Blackmagic. Si vous n'avez pas de carte Decklink, cette section ne sert absolument à rien. Voilà. Et pour l'instant, écoutez, c'est tout ce qu'on va faire comme réglage. J'ai réglé juste en fait le format de ma timeline, c'est-à-dire la résolution de ma timeline et le framerate. Je fais Save et là, je vais pouvoir glisser mes médias
dans la partie inférieure de Resolve, qu'ils appellent le Media Pool, c'est la réserve de médias. En gros, c'est mon chutier. Donc je descends l'ensemble de mes rushs, hop, dans mon Media Pool. J'ai une arborescence à gauche de mon Media Pool, qui commence toujours par Master. Je vais pouvoir créer des dossiers que Resolve appelle des bins, B-I-N. Si je fais un clic droit dans mon arborescence, je peux faire New Bin. Je peux renommer cette bin. Et puis, je peux mettre certains médias dedans. Je peux créer d'autres bins. Je peux créer des bins dans des bins. Enfin, vous l'aurez compris, je peux créer une vraie arborescence de dossiers pour pour complètement classer mes rushs. Le secret d'un projet bien géré, c'est un projet bien rangé. Et ça rime, donc c'est vrai. À présent, je vais créer une timeline. Donc pour créer ma timeline, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans ma page Edit. Et puis je vais aller dans le menu Timeline. Je vais aller dans le menu Timeline, excusez-moi, dans le menu File. Et je vais appuyer sur New Timeline. Là, j'ai une fenêtre qui s'affiche. Quel est le nom de ma timeline? Je vais lui dire que je veux, encore une fois, qu'elle s'appelle Tuto. Hop, et je vais mettre TL comme pour indiquer que c'est bien une timeline. Hop. J'ai dans les onglets de cette page Edit, un onglet qui s'appelle Media Pool. Vous vous souvenez, le Media Pool, c'est la partie inférieure de ma page média. Donc, c'est les médias que j'ai glissés de mon Media Storage, de mes disques durs, vers Resolve pour pouvoir les utiliser dans Resolve. Donc, c'est très bien. Ma page, là, je dispose de toute l'arborescence que j'ai créée. Vous voyez, j'ai créé 2 bins déjà. Et je vais pouvoir choisir des rushs. Alors, j'ai accès dans Resolve à 2 viewers. S'il y en a qu'un qui est affiché, des visualiseurs, et bien en haut à droite de ce viewer, j'ai 2 petits rectangles comme ça qui vont me permettre d'afficher les deux. Alors à quoi ils correspondent ces deux-là? Celui de gauche, c'est le viewer source, c'est-à-dire ce sont les rushs que je vais monter et importer dans ma timeline. Et à droite, c'est le viewer de ma timeline, c'est ce que j'ai monté dans ma timeline. Donc si par exemple je prends un plan là, je vais pouvoir soit, là je suis en train de le visualiser, donc de mon media pool vers mon viewer source, et je vais pouvoir sélectionner des points d'entrée et de sortie, input, output en anglais. Donc avec mon clavier, je vais pouvoir faire I pour créer un point d'entrée et out pour un point de sortie. À ce moment-là, je vais cliquer sur mon image et je vais le descendre dans ma timeline. C'est très rudimentaire ce que je vous montre, mais c'est vraiment la base de la base de la base du montage qui me permettra de travailler comme ça. Vous pouvez mettre d'autres plans, hop, allez, encore, in et out. Voilà. Vous avez la possibilité après de retoucher vos plans dans la timeline. Mais voilà, ce sont vraiment les bases du montage. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que là, on regarde vraiment l'interface. J'ai aussi la page Fusion. La page Fusion, donc comme un After Effects, c'est du VFX. On ne va pas du tout en parler là, c'est vraiment très très particulier. On peut aborder légèrement la page Color. Si vous avez besoin de retoucher un plan, parce qu'il y en a un qui est un peu sombre ou un peu clair, ou qui est un peu rouge, un peu froid, un peu chaud, un peu froid, je peux vous montrer très rapidement un outil que vous pouvez utiliser. C'est l'outil ici, c'est la petite roue avec un point au milieu que vous allez sélectionner d'une part ici et d'autre part ici en haut à droite. C'est l'outil qui s'appelle les Primaries Color Wheels. Vous avez 4 roues. La roue droite, excusez-moi, c'est l'offset, c'est l'ensemble de l'image. La roue de gauche, c'est le lift, c'est toutes les parties sombres de l'image. Le gain sont les parties claires de l'image et le gamma sont les parties entre les deux. Chaque roue se divise en deux. En fait, vous avez une petite roue dentelée qui est
horizontale ici. Si je clique dessus et je déplace ma souris à droite ou à gauche, à droite, je vais éclaircir tout ce qui est basse lumière, ou mes basses lumières, je vais les compresser si je vais dans l'autre sens. Je vais les densifier. Même chose avec le gain. Cette roue dentelée horizontale, c'est les hautes lumières. Donc les parties les plus claires de l'image, je peux les monter ou les baisser. Et le gamma, c'est au milieu. J'ai aussi des roues chromatiques. C'est-à-dire que vous voyez des roues qui comportent un certain nombre de couleurs, de teintes, et un petit point blanc au milieu. Si par exemple, je veux réchauffer un peu mon image ici, je peux prendre le petit point blanc de mes gains, et puis je vais le pousser vers le orange, par exemple, un peu. Voilà. Si je le pousse trop, on se retrouve avec des choses comme ça. C'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc là, ça vous permet de corriger un peu quelques plans si dans votre montage, dans vos premiers montages, vous avez des plans qui ressortent vraiment un peu trop, qui ne matchent pas avec les autres. Ça peut être une possibilité. Je vous montre aussi juste, il y a des petites valeurs numériques en haut et en bas. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Néanmoins, il y en a un qui est pas mal, c'est le temp, c'est la température. C'est comme sur une caméra. En gros, si je clique sur le mot température, je laisse appuyer le bouton de ma souris et je me déplace vers la droite, je vais réchauffer mon image. Je me déplace vers la gauche, je vais la refroidir. Donc évidemment, on peut y aller de manière beaucoup plus subtile. Je réchauffe, pardon, ou je refroidis un peu. Vous avez aussi un bouton contraste qui est très pratique parce qu'il fait ce qu'il dit. C'est-à-dire je veux une image plus contrastée, c'est-à-dire un peu plus dure ou plus douce. Donc si je veux une image plus contrastée, je clique sur le mot contraste et je laisse appuyer, je me déplace vers la droite avec la souris, mon image est plus dure. Vers la gauche, mon image est plus douce. Tout simplement. J'ai aussi un bouton en bas, saturation. Je veux que mes couleurs soient plus vives, plus pétantes, ou au contraire, plus douces, voire vers un noir et blanc. Donc si je clique sur saturation, je laisse appuyer, je me déplace vers la droite, mes couleurs vont devenir beaucoup plus vives. Si je me déplace vers la gauche, je vais désaturer mon image, quitte à aller carrément, quand ma saturation est à 0, vers du noir et blanc. Ça sont les bases de l'étalonnage en 3 minutes. Donc, mais ça peut vous aider de vous sortir de certaines situations si vous ne maîtrisez pas encore ce logiciel. C'est d'avoir juste un aperçu de ce qu'on peut faire juste avec un outil. Maintenant, sur Fairlight, on ne va pas non plus en parler. Là, c'est pour la gestion du son, c'est l'équivalent de Pro Tools ou d'autres logiciels comme Logic, par exemple. Et enfin, on va se retrouver avec la page Deliver, qui est la page des exports, qui comporte énormément de paramètres qui peuvent être assez techniques à comprendre. Là, justement, on ne va pas parler de ces paramètres. Heureusement, Resolve nous propose aussi des réglages, des presets. Donc, vous allez pouvoir sortir des masters en H.264. Vous allez, ce qui est un peu étrange, mais c'est comme ça. Vous allez pouvoir sortir différents codecs, tout est programmé, il suffit juste d'appuyer à chaque fois sur le preset que vous voulez. Très utile pour la plupart d'entre vous, souvent, c'est d'aller sortir des exports pour YouTube. Si vous voulez faire un export YouTube en 1080p, c'est-à-dire en Full HD, vous pouvez sortir aussi en 4K. Vous appuyez dessus et là, Resolve vous fait les réglages optimales pour exporter la vidéo sur YouTube. Vous n'avez qu'à rentrer le nom de votre export et puis dans location, vous allez taper l'endroit où vous voulez le mettre parce que c'est location, évidemment. Voilà, c'est un petit tour d'horizon de Resolve. C'est un logiciel qui est très facile, enfin qui a l'air très facile d'utilisation, en fait, qui est très, on dit user-friendly, qui est très accueillant. Après, c'est une véritable usine à gaz avec plein de choses cachées qui vont permettre d'aller très loin. Mais je pense que c'est un logiciel qui convient à plein de niveaux différents. Et l'avantage, c'est que vous avez tout dedans. Vous avez du montage, de l'étalonnage, du son, du VFX, et puis énormément d'options d'export qui vous permettent de vous adapter vraiment à toutes les plateformes et tous les médiums de diffusion.